Annonces du côté de Baie-Comeau aujourd'hui. Il y a des annonces dans le domaine des pêches cet après-midi. Il sera à Sept-Îles demain. Il réalise entre autres une annonce en après-midi demain au musée régional du boulevard L'Or. Aujourd'hui, le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, assistait au lancement du chantier de prolongement de la rue du Labrador à Baie-Comeau. Le tronçon routier de 1,1 km construit au coût de 4 millions de dollars s'effectue dans le tracé projeté de la future route 389. Le projet de route favorise l'implantation de l'usine de minerais de l'entreprise Mason Graphite. La Société du Plan Nord verse une contribution de 3,5 millions de dollars. Les hémato-oncologues de Rimouski demandent au ministre Gaétan Barrette de revoir son projet Optilab. Ils se disent préoccupés par la situation des patients de la Côte-Nord atteints du cancer. Le projet de regroupement des laboratoires médicaux va faire en sorte que des analyses d'échantillons provenant de la Côte-Nord actuellement réalisées à Rimouski s'effectueront à Chicoutimi. Le modèle de partenariat entre l'hôpital de Rimouski et la Côte-Nord en place depuis 25 ans fonctionne bien selon les spécialistes. Ces derniers ne seront plus en mesure d'assurer convenablement la couverture des soins oncologiques pour les patients de la Côte-Nord. Basée à Rimouski, la Dr Gabrielle Gagnon rappelle que d'autres solutions ont été proposées au ministre de la Santé. Elle souhaite que Gaétan Barrette revoie sa décision dans le meilleur intérêt des patients de la Côte-Nord. On peut rappeler que le mauvais temps a perturbé les transports et certaines activités plein air lors de ce week-end du début de la relâche scolaire sur la Côte-Nord. Les vents ont soufflé avec des rafales jusqu'à 79 km/h cette fin de semaine à travers des séquences de pluie verglaçante et de neige. D'ailleurs, c'est très glissant dehors si vous vous déplacez à pied, entre autres sur les trottoirs. Il y a une petite neige qui cache la glace en dessous. Les traversiers entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac ont interrompu son service quelques minutes hier après-midi en raison d'un bris. La route 138 était difficilement fréquentable samedi entre Tadoussac et Sept-Îles et hier entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. La station de ski Galix est demeurée fermée hier. Par contre, les participants au FestiKite ont profité de bon vent pour surfer sur la neige de la baie de Sept-Îles. Ailleurs, notons que la ville de Port-Cartier a émis hier un avis d'ébullition préventif pour l'ensemble de son réseau d'aqueducs. Les citoyens sont invités à faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant consommation. L'observation de baleines s'est poursuivie en février sur la Côte-Nord. Une citoyenne de Franklin a filmé 2 baleines bleues la semaine dernière à 3 km de chez elle. Des rorquals ont aussi été observés dans les secteurs de Godbout et Galix. La majorité des baleines du Saint-Laurent quittent en période hivernale, mais quelques-unes restent en raison de l'abondance de nourriture. Selon les experts, environ 25% des mammifères marins qui visitent le Saint-Laurent y séjournent l'hiver. Les baleines ont une bonne mémoire pour repérer les secteurs où la nourriture est abondante. Les zones libres de glace sur la Côte-Nord offre du krill et du capelin en bonne quantité comme nourriture aux mammifères marins. Et puis après 2 jours et demi maintenant de compétition aux Jeux du Québec, la délégation de la Côte-Nord n'a pas encore obtenu de médaille. Les Jeux du Québec se déroulent à Alma. Notons quand même une belle victoire ce matin, 4-3 en fusillade de l'équipe de hockey féminin de la Côte-Nord au match donc pour la 17e place face à l'Est du Québec. Amy Parisé-Tremblay a mis fin au suspense au 16e tour des tirs de barrage ce matin. Donc, c'est une fille de Sept-Îles qui a marqué le but gagnant. L'équipe de hockey féminine de la Côte-Nord avait subi 2 défaites contre Montréal et l'Outaouais avant ce match de ce matin. Après, donc, notons aussi des bonnes performances du côté de Laurence Larrivée de Sept-Îles en patinage artistique, Rosemary Gagnon de Baie-Comeau en patinage de vitesse. L'équipe de curling, les 2 équipes de curling, garçons et filles, ont commencé avec chacune victoire, mais elles ont cumulé quelques défaites par la suite. L'équipe masculine est maintenant éliminée. Elle était composée des Sétiliens Jacob Perron, Étienne Vallée, Étienne Elias, Pascal Lapierre et Philippe Joron. Oui, ils ont gagné leur premier match samedi après-midi contre l'Estrie, mais se sont inclinés ensuite contre la Mauricie et le centre du Québec. Les 5 filles de Sept-Îles qui composent la formation féminine de curling poursuivent leur tournoi en quart de finale aujourd'hui. Il s'agit d'Abigaël Laforêt, Marie-Pierre
Marie-Pierre Frigon, Héloïse Labrie, Élisabeth Gendron et Héléna Joron. Ils ont défait le Sud-Ouest en ouverture des Jeux du Québec avant de perdre contre l'Estrie. Ça se poursuit pour elles. Et la communauté d'affaires de la Côte-Nord a contribué au succès de la récente campagne corporative de l'Association du cancer de l'Est du Québec. La SEC a ramassé 111 478 $. Caroline, Mélanie et Christian Truchon de Remax Innovation Sept-Îles ont agi comme marraines et parrains d'honneur de la campagne. Ils remercient les gens d'affaires participants pour leurs gestes qui contribuent à soutenir et informer les familles de la Côte-Nord qui combattent un cancer. Mais voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Dans quelques instants, la députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, sera avec nous en entrevue en direct par téléphone. Attitude. Mercredi le 1er mars à 14h, Harry Cuicui mijote un voyage à la salle Jean-Marc Dion. Harry Cuicui vous invite à sauter dans son bagage. Dans son nouveau spectacle, la cuisinière préférée des tout-petits part à la découverte du monde de son imagination. Elle explore différents rythmes musicaux, danses typiques et petits plats traditionnels de différents pays, tout en chantant la simplicité de faire du camping dans ma maison. À travers son périple, elle explore les différentes cultures du monde. Un spectacle présenté en collaboration avec le Club optimiste de Sept-Îles. Des billets sont encore disponibles. Appelez au 88 962 0100 ou achetez-les en ligne en tout temps jusqu'à la veille du spectacle au www.spectacle-7-îles.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Pour vous motiver à venir profiter des offres en vigueur chez votre concessionnaire Volkswagen, nous avons fait appel à Joanne, Salut! entraîneuse de patinage de vitesse. Va falloir être vite sur vos patins pour en profiter, là! Effectivement. Présentement, vous pouvez louer la Jetta avec la caméra de recul de série à 0% pour 36 mois. Ah oui! Plus vite, plus vite, plus vite! Et pour un temps limité, recevez jusqu'à 1000 $ de rabais bonus sur les modèles Jetta sélectionnés. OK, lâchez pas, c'est le dernier tour! Ces offres prennent fin le 28 février. Visitez offrevw.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Valérie, on va parler politique dans les prochaines minutes. On s'entretient avec notre députée fédérale, la députée du Bloc québécois qui a fait plusieurs interventions la semaine dernière du côté d'Ottawa. On a parlé de la frontière Québec-Labrador et du trou noir pour les travailleurs saisonniers de la Côte-Nord. Elle a interpellé le président de la Chambre des communes là-dessus et bien, par son entremise, bien sûr, le gouvernement de Justin Trudeau. Elle est à Bécomo présentement, elle est aux côtés du ministre libéral Pierre Arcan ce matin. Bonjour, Madame Gill. Bonjour, M. Saint-Pierre. Ça va bien? Oui. Oui, comme ça vous dérange pas de vous asseoir aux côtés d'un ministre libéral du gouvernement du Québec, vous? Non, absolument pas. On travaille pour notre région, puis on discute. On est quand même des collègues, donc ça fait plaisir de rencontrer tous les gens qui gravitent dans la sphère politique. De toute façon, quand on annonce des projets qui permettent à la Côte-Nord de progresser économiquement ou socialement, c'est toujours bienvenu, j'imagine, même quand on est une députée de l'opposition, hein? Ben, tout à fait. On souhaite tous les gens, on veut travailler pour notre circonscription, donc c'est certain que s'il y a des bonnes nouvelles, on est satisfait également. On en veut toujours plus, c'est normal, mais c'est certain qu'on est satisfait. C'est un petit bout de route qu'on annonçait ce matin du côté du ministre Arcan, là, la Société du Plan Nord qui contribue, le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales. On aide au projet de Mason Graphique. Ça, c'est bienvenu, là. Oui, c'est bienvenu. C'est certain, quand je disais on en veut toujours plus, on nous parle de la route 389. Pour nous, c'est certain que ça règle pas tout. Oui, c'est pour le projet dans le parc industriel à Bécomo. C'est bien sûr que c'est bienvenu, mais justement, quelques millions, on en a besoin de plus que ça pour toutes nos routes. Donc, j'espère que le plan Nord, oui, il y a des opportunités, des occasions, comme Mason Graphite, mais j'espère qu'on va viser aussi plus haut et plus loin et en matière de route aussi. Moi, je suis un petit peu là les interventions de ma députée via son site Facebook. Il y a Bernard Rambaud-Gauthier qui disait à Tout le monde en parle qu'on avait une députée fédérale très dynamique. On le voit sur votre site Facebook. Je pense que vous êtes intervenu 3 ou 4 fois en chambre la semaine dernière, là. Oui, en fait, à la suite, on a eu un conseil général, le Bloc québécois, le 4 février, puis on a demandé, la région, la Manicouagan, on a demandé que ça devienne une priorité de l'aile parlementaire, puis du parti
aussi la question du trou noir et de l'assurance emploi. Donc, on a décidé qu'on le martelait en même temps au moment aussi où les gens commencent à ressentir les effets du trou noir, en effet. Ben oui, il y avait justement une conférence de presse, là, Action Chômage Côte-Nord, les métallos et d'autres organisations, ça touche beaucoup. Oui. Les gens de l'industrie de la pêche, là, Baie-Trinité, même à Sept-Îles, il y a probablement des gens dans le trou noir. Si j'ai bien compris, c'est le taux de chômage de la région qui fait qu'on n'a pas les mêmes conditions que les personnes qui habitent en Gaspésie, par exemple. Oui, exactement. En fait, on a moins de semaines de prestations qui sont prévues en raison du taux de chômage. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je pourrais dire, qui perdure. C'est pas juste duré, ça perdure. Depuis 2000 que les régions doivent être redécoupées, justement, tenant compte des effets, des impacts négatifs comme ça, qui font que Madame Marceau, qui est la présidente du syndicat de Baie-Trinité, en parlait, qui font qu'à la poissonnerie à Baie-Trinité, par exemple, il y a des gens qui travaillent en Gaspésie, qui viennent de la Gaspésie, qui travaillent à Baie-Trinité, et des gens de Baie-Trinité qui travaillent là, mais ceux de Baie-Trinité vont se retrouver avec le trou noir, tandis que ceux qui sont en Gaspésie, étant donné le taux de chômage, vont finalement réussir à mieux s'en tirer et vraiment beaucoup mieux que les gens d'ici. Donc, on dénonce une inéquité, on veut pas que les gens aient moins. Le but, c'est pas que des gens d'ailleurs aient moins. L'industrie saisonnière, qu'elle soit en Gaspésie ou ici, ça demeure la même. Je l'ai dit en chambre, on pêche pas en hiver, puis la pêche sur glace, mais sinon, pas l'industrie elle-même. Oui. Qui fait en sorte que justement, on veut, oui, il y a le redécoupage, mais on voudrait aussi que les cotisations arrêtent de baisser pour qu'on puisse avoir quand même continuer à avoir du surplus qui permettrait de financer une nouvelle mesure pour combler le trou noir, puis qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans les coffres. Il y a beaucoup d'idées, disons, que les gens ont, tant les entreprises. Ce que je trouve intéressant, là, c'est pas, oui, il y a les travailleurs, il y a les syndicats, mais les entreprises aussi en ressentent les contre-coups parce que eux, c'est de la main-d'œuvre qu'ils arrivent à trouver difficilement maintenant parce que les gens partent. Et puis, ils ne reviennent pas travailler l'année d'ensuite parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'année complète. Donc, c'est vraiment un problème pour toute la population, en fait. Oui, puis le gouvernement libéral veut rien entendre. On avait quand même semé un peu l'espoir là avec le comité, 3 députés de l'équipe à M. Trudeau là qui avait fait une tournée, qui était venu sur la Côte-Nord. Ils avaient semblé très à l'écoute. C'est quand même le ministre de la région de Québec. Vous pouvez y parler en français, ce ministre-là, M. Duclos. S'ils veulent rien entendre, quoi? En fait, oui, on peut parler en français à M. Duclos. Mais M. Duclos, en fait, quand ils ont fait la tournée, ils ont dit qu'ils nous avaient entendus. Même, je me rappelle, ici en Haute-Côte-Nord, il y avait une dans la circonscription, il y avait une rencontre, puis il avait parlé de... En fait, c'est les services qu'ils veulent améliorer. C'est ce qu'on dit, on fait une tournée pour savoir comment améliorer les services. Mais améliorer des services, c'est pas injecter de l'argent dans des nouveaux programmes, par exemple, pour ce qui est du trou noir ou dans des projets pilotes ou quoi que ce soit. On parle vraiment de prestations de services, vraiment du service à la clientèle. Je passais à travers leurs documents, puis pour vous dire, on cite, par exemple, des bonnes pratiques de TELUS. Donc, on est vraiment axé service à la clientèle. Mais oui, il y a le service. C'est certain qu'on veut que la demande se traite rapidement pour qu'on soit capable de répondre à nos questions parce qu'on a besoin de l'argent surtout qu'on se retrouve en période de chômage. Mais en même temps, le service à la clientèle, ça amène, c'est pas d'injection d'argent de plus. Oui, peut-être plus de personnes qui vont pouvoir nous répondre ou peut-être, est-ce qu'on espérait, j'imagine, accélérer le traitement des dossiers. Mais ça règle pas ce problème-là qu'on a depuis... finalement, depuis qu'on peut avoir accès à des prestations d'assurance emploi quand on est en chômage. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a déjà fait, M. Duclos dit, on a déjà réduit d'une semaine le délai qu'ils appellent le délai de carence, c'est-à-dire l'attente avant de pouvoir avoir accès aux prestations. Sauf que, comme me disent les chômeurs eux-mêmes, regardez, ce qui arrive, c'est qu'on arrive dans le trou noir avant. Parce qu'on a une semaine de moins d'attente, mais une semaine de moins d'attente, ça veut pas dire une semaine de plus de prestations. C'est juste qu'on décale dans le calendrier nos prestations, donc on arrive plus tôt dans le trou noir. Ça change pas pour beaucoup de choses pour eux. Madame Gill, j'ai presque trouvé spécial, en tout cas presque comique, là, votre intervention de la semaine dernière concernant la frontière entre le Québec et le Labrador. Là, on sort des vieilles histoires qui datent du 1er mars 1927. Ça va être l'anniversaire mercredi de cet événement-là, quand le Conseil privé de Londres a cédé à Terre-Neuve une partie du territoire québécois. Le Labrador, qu'on connaît bien quand on vit sur la Côte-Nord, il n'y a plus rien à faire avec un dossier comme ça. C'était juste pour le souligner dans le cadre du 150e, quoi?
Il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, le 150e aussi, c'est une vieille histoire en tant qu'à ça, avant 1927. Mais oui, il y a une portion où on veut souligner que le 150e, c'est beau célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Reste qu'il y a d'autres choses qui se sont passées pendant ces 150 années-là. Puis le fait que le Canada décide que voici, il y a une partie du Québec le Conseil de l'Ordre plutôt qu'il le donne à Terre-Neuve. Mais ça fait partie d'une injustice qui a été décriée par tous les gouvernements. Je l'ai dit en chambre, c'est pas simplement les indépendantistes, les fédéralistes aussi. Il y a personne qui s'est entendu sur cette question-là. Donc, c'est de faire des rappels historiques parce qu'on parle souvent oui, vous avez dit de vieilles affaires. Je suis d'accord, ça reste qu'on est inscrit dans une histoire. Même si on était en Europe, je pense qu'il y a de bien plus vieilles histoires que ça. On pourrait retourner aux Mérovingiens. Nous, on est retourné il y a moins de 100 ans. Pour faire un rappel, pour se sensibiliser, parce que je crois qu'on a besoin d'une mémoire, non pas une mémoire pour de la haine ou mais plutôt pour revendiquer et ne pas oublier ce qui nous appartient, ce qui nous est dû, ce qui est à nous, puis c'est pourquoi aussi on peut combattre. Je pense que si un combat est juste, peu importe qu'il soit vieux ou récent, le combat demeure juste. Ici, j'ai sous les yeux là une lettre du président dans Manicouagan du Bloc québécois, votre parti. On appuie le Bloc, là. Tous les membres appuient Martine Ouellette pour la chefferie. Ça vous dérange pas qu'elle reste à Québec puis qu'en même temps qu'elle fasse campagne, là? Ça a fait jaser pas mal la semaine dernière. Vous maintenez votre appui à Martine Ouellette depuis qu'elle a fait la course à la chefferie au PQ aussi, là? Oui, exactement. C'est dans un autre cadre, mais oui. Pour moi, non, ça me dérange pas parce que je me dis être chef de parti puis être député, il y en a plusieurs qui le font. Monsieur Couillard le premier, en plus il est ministre. Donc il y a 3 chapeaux en même temps. On va me dire par exemple, Madame Ouellette, c'est pas le même Parlement. C'est pas le même Parlement, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que nos pouvoirs ici au Québec, au Canada, sont divisés en 2 parlements, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans tous les pays, ce qui fait en sorte que pour moi, elle fait juste ce que tout indépendantiste voudrait faire à un certain moment, c'est-à-dire pouvoir gouverner ou pouvoir s'impliquer politiquement, mais en ayant tous les leviers au même moment du pays dans son ensemble. Donc pour moi, je trouvais ça autrement intéressant. C'est ma perspective, c'est certain. Mais je me dis que comme la fin justifie les moyens, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant pour elle comme chef d'être aux 2 endroits en même temps, d'avoir les 2 expertises. Puis on nous dit elle peut pas nécessairement être à temps plein dans l'un ou dans l'autre, mais je pense qu'on est plus qu'à temps plein quand on est en politique, puis même je salue, j'ai parlé de M. Couillard, que ce soit M. Couillard, que ce soit M. Lisée, qui ont vraiment plusieurs chapeaux à la fois, mais pour moi, ces gens-là sont absolument compétents, crédibles dans leur fonction politique. Donc, pourquoi elle ne le pourrait pas non plus? Non, pour moi, il y a pas vraiment de débat. Je trouve ça dommage qu'on n'aille pas plus loin. Bon, elle a parlé. Pourquoi justement Marilyn Gill appuie? Pourquoi Marilyn Gill et le Bloc de Manicouagan appuient Martine Ouellette, là? Parce qu'elle est féministe, souverainiste pressée et que c'est une femme de gauche, quoi? Évidemment, je pense que le PQ est un parti social-démocrate, donc oui, le côté gauche, c'est certain, pour le Bloc aussi. On s'entend. Je pense qu'il y a la personne au-delà de ça, parce que j'imagine que pour des gens qui voudraient accéder à être chef du Bloc québécois, ce serait beaucoup des gens de gauche, donc probablement foncièrement féministe également, mais pour moi c'est la personnalité aussi. C'est une personne extrêmement rigoureuse qui maîtrise ses dossiers, qui a besoin vraiment de les maîtriser sur le bout de ses doigts. Ce qui me fait penser à Gilles Duceppe aussi, dans une certaine mesure. C'est vraiment quelqu'un de très très articulé, qui était très rigoureux. La question de la crédibilité aussi par rapport à ça, la question de la notoriété, mais dans le sens de crédibilité aussi, au sens où les gens connaissent Mme Ouellette, l'ont vu agir à titre de ministre. Donc, elle a vraiment un poids qu'on peut pas lui enlever. Elle a une voix aussi. Donc, c'est quelqu'un qui pour moi, a les qualités de leader. Je resterai pas derrière n'importe quel candidat ou candidate.
Pour moi, je lui fais entièrement confiance, puis je pense qu'elle peut apporter un renouveau. Souverainiste pressé, je me dis que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on attend que quelque chose d'autre se passe depuis 95, c'est quand même 20 ans. Donc, on a envie aussi que ça bouge, mais on a envie aussi de travailler avec tous nos collègues, avec le Parti québécois. Ce que je trouve intéressant aussi, qu'elle soit issue du Parti québécois, puis vraiment une péquiste dans l'âme aussi. Elle arrête pas de le répéter, même quand on se voit. Regarde, moi, je suis péquiste. Donc, pour moi, je trouvais intéressant aussi de pouvoir rapprocher en même temps les formations politiques. Vraiment, pour moi, il y a beaucoup d'atouts à sa candidature. Bon, je l'appuyais personnellement. Évidemment, l'exécutif, on peut avoir leur discussion puis décider. On votait pour appuyer Madame Ouellette. Peut-être pour d'autres raisons aussi. J'ai pas les raisons de tous les membres du conseil exécutif, mais oui, on va aller dans le même sens en espérant que ce soit notre chef, mais on sait pas. Peut-être il y a M. Pinel aussi qui se présente. Donc on attend la date limite pour le dépôt des candidatures. À suivre cette course. En terminant, Madame Gill, rapidement, là, il nous reste peu de temps. Je prenais une autre de vos interventions sur la paix et l'ouverture. Ça faisait probablement un petit peu suite là à l'événement dans la région de Québec, dans une mosquée, tout ça. On voit quand même les propos. Là, il y a plusieurs souverainistes ou nationalistes québécois qui semblent déborder de ce temps-ci. Est-ce que vous avez confiance que la souveraineté puis le nationalisme peut être compatible là, à l'ouverture, finalement, l'accueil des immigrants et tout ça? Ben oui, tout à fait. Souvent, quand les gens parlent de repli sur soi, je trouve ça drôle, comme si l'identité devenait un repli sur soi, mais en fait, je trouve que c'est une émancipation. C'est juste de faire partie, peut-être comme le disait M. Landry, là, au concert des nations. Mais tout à fait, en fait, quand j'ai critiqué en Chambre la motion 103 du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont fait une conférence de presse juste avant où ils disaient, si vous n'appuyez pas la motion, c'est que vous êtes islamophobe. Si vous l'appuyez, c'est que vous n'êtes pas islamophobe. En langage logique, on appelle ça un faux dilemme, là. C'est soit l'un ou soit l'autre. Donc, pour vous, on peut être québécois de souche, nationaliste, puis pas islamophobe, finalement. Non, absolument pas. Je suis allée rencontrer M. Ben lorsqu'il y a eu des événements au centre communautaire musulman de cette île. Non, moi j'y crois pas. Puis je trouve que ce que je trouve dommage là-dedans, c'est un peu d'essayer de donner cette image-là. Mais parce que on va avoir un pays, le pays est inclusif. Le pays, Monsieur Parizeau disait aussi, est québécois qui veut l'être et qui vit sur le territoire du Québec. Donc, c'est vraiment l'idée première. Donc, c'est une espèce de faux argument au point qui est lancé quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais en fait, moi, je m'opposais à la prémisse même, là, à l'argument premier du gouvernement libéral qui nous faisait automatiquement islamophobes aussitôt qu'on votait pas pour eux. Je pense que faut élever le débat. Faut pas que ce soit seulement électoraliste, donc aller chercher le vote des personnes pratiquantes musulmanes. Et puis, on n'aimait pas non plus qu'on dise que présentement au Canada régnait un climat de peur et de haine. Quand vous vous promenez à cette île, je suis allée il y a pas longtemps, j'étais en Haute-Côte-Nord hier, là je suis à Bécomo, moi je vois pas le climat de peur et de haine. Je trouve que c'est alarmer les gens, créer une situation de toute pièce. Je dis pas qu'il n'y a pas de crime haineux, non plus qu'il n'y a pas des propos parfois islamophobes, mais je pense qu'il faut faire la part des choses, puis ne pas alarmer les gens. Que ce soit aussi, j'étais à Montréal la semaine passée ou même à Ottawa, c'est pas parce que c'est en ville non plus qu'il y a un climat de haine et de peur. Je trouve qu'on exagère, puis il faudrait pas participer à le créer non plus, ce climat-là. Non plus que même les personnes musulmanes ou les personnes musulmanes se sentent qu'il y a cette peur-là aussi, parce qu'on est chacun dans nos milieux, et peut-être eux dans leur propre milieu musulman, ils peuvent avoir des craintes, mais quand on arrive à l'extérieur, je pense que les gens, les Québécois en ont témoigné après Québec, ils rejetaient Québec. C'est l'acte d'un individu isolé. Il peut y avoir le système, certains vont pouvoir concourir à ce qui arrive des événements comme ça, mais de là à dire que c'est un climat de haine et de peur qui règne, je pense que tous vos auditeurs s'entendront pour dire que non, c'est pas ce qui se passe. Eh bien, sur ces belles paroles, avec un bazooka. Sur ces belles paroles, Madame Gill, je vous remercie beaucoup de cette entrevue en direct aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne relâche, parce que c'est la relâche scolaire, mais je pense que c'est aussi la relâche au Parlement d'Ottawa cette semaine. Oui. Mais on a des rencontres cet après-midi. C'est la deuxième rencontre du Front commun sur le bois d'œuvre dans quelques minutes. Donc,
plusieurs partenaires économiques élus dans une volonté non partisane. On se rencontre pour une deuxième fois pour établir un plan d'action régional pour sensibiliser le gouvernement, faire un petit peu de pression par rapport à la question du bois d'œuvre au Québec particulièrement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. C'est le moment de réserver vos vacances de rêve avec le méga solde Sunwing de vacances luxueuses. Jusqu'à 40% d'économie sur les meilleurs hôtels tout compris pour des vacances de luxe en famille ou adulte. L'espace est limité, alors réservez d'ici le 3 mars et envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. Contactez votre agent de voyage ou Les 7 sièges passagers de l'Outlander 2017 de Mitsubishi sont pour ceux qui partent en voyage entre amis. Ont 3 enfants et 2 chiens, 4 enfants et 1 chien, des quintuplés. Son système d'atténuation des collisions avec détection des piétons est pour ceux qui circulent en zone scolaire, qui croisent quelqu'un sur son téléphone ou des ados. Sa capacité de remorquage est parfaite pour les campeurs. Les adeptes de moto et de bateaux. Son super contrôle intégral est idéal pour aller dans le nord, dans le bois, à la montagne, dans la boue. Lorsque nous avons conçu l'Outlander 2017 de Mitsubishi, nous avons pensé à vous et à tout ce que la vie vous réserve sur certaines versions. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Passez nous voir chez Côte-Nord Mitsubishi. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On va parler de tourisme d'hiver et de notre belle Côte-Nord. Il me semble que c'est la bonne saison, là. 2017, c'est la bonne année pour profiter de l'hiver sur la Côte-Nord. On a de la neige en masse, là. Ça vaut la peine de mettre ses raquettes pour aller dans les sentiers. C'est bon pour le ski, la motoneige. On a d'ailleurs émis la semaine dernière un bilan de mi-saison du côté de Tourisme Côte-Nord. Et Catherine Allard, la porte-parole de l'organisme, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Catherine. Bonjour. On peut dire effectivement que Dame Nature est de notre côté cette année pour avoir un bon bilan touristique d'hiver, là. Oui, on est juste à la moitié de la saison et puis effectivement, on a été très choyés par les conditions climatiques, alors c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que le bilan, il est positif là pour ce bilan de mi-saison jusqu'à maintenant. Oui, plein d'activités, des bonnes informations de la part des membres qui nous disent qu'ils reçoivent entre autres des motoneigistes. Il y a les pistes de ski, ça va bien, en tout cas jusqu'à tout récemment là, ça va bien aussi. Donc et puis tout plein de festivals et d'événements à venir. Donc oui, la première portion de l'hiver est très bonne. Et puis il faut dire qu'il y a la semaine de relâche, puis il y a tout le reste aussi là, l'hiver en Côte-Nord, ça dure et c'est encore mieux quand il y a de la neige. Tout à fait. Parlons-en de la motoneige. Il y a eu une campagne quand même assez impressionnante, campagne de publicité pour vendre ce paradis de la motoneige qui est la Côte-Nord. Est-ce que ça porte ses fruits? Oui, absolument. Et même on la prolonge cette campagne hivernale là sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça porte fruit. On a entre autres Voyage Cost là qui est une agence de voyage donc équitable en Mingani et qui s'occupe de faire des tours guidés entre autres là en Basse-Côte-Nord, qui nous indique qu'ils ont beaucoup de demandes d'informations très sérieuses pour venir faire justement cette aventure-là de la Basse-Côte-Nord en motoneige. Alors oui, on a on n'a pas les résultats précis encore statistiquement parlant, mais on sait que la campagne va très bien et a une bonne réponse. Est-ce que vous avez déjà un aperçu si les gens qui profitent de la motoneige sont plus des gens de la Côte-Nord ou s'il y a des gens de l'extérieur aussi qui sont venus découvrir? Dans la première portion de l'hiver, c'est sûr que c'est surtout des excursionnistes, donc des gens principalement de la Côte-Nord qui ont leur propre motoneige et qui profitent justement des sentiers près de chez eux ou qui vont en Basse-Côte-Nord, donc avec leur propre motoneige. Et en deuxième portion de l'hiver, à ce moment-là, à partir entre autres de la semaine de relâche, il y a également des gens qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, des autres provinces du Québec et même de l'Europe, là. Donc la première portion de l'hiver, c'est principalement, disons, des Québécois, pas juste de la Côte-Nord, mais du Québec en général. Et c'est dans la deuxième portion de l'hiver là qu'on voit davantage d'affluence extérieure, mais c'est difficilement chiffrable encore. On a encore beaucoup de défis à ce point de vue-là, mais on y travaille fort justement avec nos membres. Parce que vos chiffres, dans le fond, quand on parle entre autres dans votre communiqué de les fréquentations des festivals puis tout ça, ça inclut le monde de la Côte-Nord qui voisine et puis qui sortent là pour ces activités-là aussi.
Rimouski, parce qu'on regarde le taux d'hébergement là en décembre, c'est pas très élevé quand même, à peu près 26% des chambres là, d'hôtels, de gîtes qui sont occupées. Mais il faut dire que le mois de décembre, ça doit pas être un des bons mois de l'année non plus, hein. Ben, c'est sûr que l'offre hivernale de la Côte-Nord, de toute façon, on le sait, c'est en structuration, c'est en démarrage. Donc, ce qui fait en sorte qu'effectivement, c'est pas la saison la plus achalandée, ça on le sait, mais justement, on y travaille fort avec entre autres des développements, en fait, du travail de développement, entre autres avec les pôles touristiques qui aident à travailler en concertation, à faire en sorte que le milieu se structure justement pour faire des offres. C'est sûr qu'il y a peu de promoteurs également, mais il y a quand même plein de belles initiatives qui arrivent de plus en plus pour faire profiter à tout le monde de l'hiver, dont le Festival des Hivernants, entre autres. Puis oui, c'est du développement à long terme, mais donc voilà. Donc oui, pour l'instant, on n'a que les statistiques d'hébergement pour le mois de décembre. Les mois suivants vont sortir bien après. Donc c'est pour ça que dans le communiqué, là, c'était vraiment plus un aperçu global la première moitié qui est toujours la moins importante, si on veut. C'est la semaine de relâche qui est la grosse semaine de tourisme hivernal. Hein? Tout de même, on a quand même plusieurs membres qui nous disent, entre autres, les stations de ski qui ont ouvert plus tôt que l'année passée. C'est sûr que on était très gâtés en conditions climatiques. La neige a été là vraiment dès le départ par rapport à l'année passée, par exemple. Donc, c'est sûr que ça permet à plus de monde de profiter du plein air, des activités extérieures, puis de l'hiver en général. Mais ça demeure quand même le gros défi pour un organisme comme Tourisme Côte-Nord, parce que la Côte-Nord, c'est grand, là, on s'entend, donc d'encourager les gens à prendre la 138 puis d'aller plus loin que Tadoussac, là, finalement, à venir voir ce qui se passe plus haut aussi, ça doit être ça vraiment le gros défi pour vous, là. Ben oui, ça fait partie des défis, effectivement, donc de la structuration de l'offre touristique hivernale. Et puis d'ailleurs, on est présent dans les salons consommateurs au Québec, à Montréal, à Québec, puis aussi par le Québec maritime à l'étranger, également aux États-Unis et puis dans les autres provinces et puis en Europe également, pour justement faire la promotion, faire connaître notre destination. Pour les motoneigistes, évidemment, parce que c'est important, la motoneige en Côte-Nord, on a des kilomètres, 2200 et plus kilomètres de sentiers là, dédiés à la motoneige, mais également faire connaître toutes les autres activités, les balades en traîneau à chien, le ski de fond, des quand même pistes de ski alpin qui peuvent être intéressantes, et puis tous les festivals, les événements qui se passent tout de même là, l'hiver et qui valent la peine d'aller les découvrir puis d'en profiter. Effectivement, j'ai l'impression qu'on se réapproprie un peu l'hiver aussi, parce que veut pas, on est une région nordique et il me semble qu'il y a de plus en plus d'activités qui poussent un peu partout justement pour mettre en valeur cette saison-là. Est-ce que je me trompe? Ben absolument. Et d'ailleurs là, il y a tout plein d'événements à venir. Bon, on parlait du Festival des Hivernants. Il y a le snowcross à Bécomo. Il y a le défi Taïga Carnaval à Fermont. Il y a également le Makuchan Or Blanc à Forestville. Donc, il y a de plus en plus d'offres comme ça qui se créent et qui valent la peine d'être découvertes. C'est la saison des carnavals en plus. En Mangani, en Basse-Côte-Nord, chaque village a son carnaval à quelque part là dans les prochains 20 jours. Là. Oui, absolument. La Basse-Côte-Nord en motoneige, ça c'est vraiment, ça fait partie des incontournables sur lesquels on travaille vraiment dans nos campagnes marketing, effectivement. Il y a le surf aussi qui est peut-être un peu plus marginal, mais ça, il me semble que je lis souvent des articles là-dessus dans les grands journaux, à quel point chez nous, le surf, même en hiver, on en fait tout le temps. Bref, il y a plein de cartes de visite qu'on peut utiliser finalement. Donc, un bilan positif pour le début de cette saison hivernale. Catherine Allaire, qui est responsable des communications et des relations publiques chez Tourisme Côte-Nord. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce midi. Merci et bonne suite d'hiver. Attitude. Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles, qu'on le retrouve. La liquidation de Place du Commerce, avec des prix plus que compétitifs. C'est parce qu'on est dépositaire d'une filiale Costco. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94.
Je m'entretiens avec le chef de mission de notre délégation Côte-Nord aux Jeux du Québec, Philippe Lebreu. Bonjour. Bonjour. On est déjà du côté d'Alma avec une première gang de jeunes. Là, ça va changer au cours de la semaine parce que c'est toujours en 2 blocs quand même les Jeux du Québec hiver comme été. Là, les compétitions sont bien amorcées. On attend notre première médaille pour la Côte-Nord, hein? Oui, effectivement. En fait, là, le changement de bloc, comme vous parlez, va avoir lieu demain. On attend toujours notre première médaille du bloc 1. Je dirais, là, on a une première patineuse de vitesse qui va être en finale cet après-midi, en fait. Une belle espoir de médaille. On a confiance, en fait. Une athlète qui performe bien habituellement. Mais pour l'instant, là, on a quand même des bons résultats. Outre, malgré notre absence de médaille, là, ça va quand même bien, là, du côté d'Alma. Oui, nos jeunes ont vécu des bons moments aussi dès la cérémonie d'ouverture. On a combien de jeunes, là, dans le premier bloc actuellement? Je vous dirais 57 athlètes pour l'instant. C'est une soixantaine d'athlètes, là, entre 55 et 60, je vous dirais, étant donné qu'il y en a qui sont déjà partis. On a aussi des accompagnateurs qui sont sur place, les missionnaires qui sont ici. C'est une belle délégation qui ont vécu justement, comme vous dites, là, une super belle cérémonie, là, haute en émotion, vraiment intéressante à regarder, puis pleine d'entrain. Fait que ça a vraiment donné un bon début là, pour les Jeux du Québec. Oui, je voyais qu'il y avait des jeunes quand même d'un peu partout, de Fermont, de Forestville, plusieurs des 2 grandes villes, bien sûr, Sept-Îles et Bécomo. C'est une belle représentation régionale, les Jeux du Québec, notre délégation aux Jeux, là. Oui, effectivement, là, c'est comme je mentionnais, là, c'est vraiment des personnes de toutes nos municipalités pratiquement, là. On a des gens entre autres de la Haute-Côte-Nord aussi, là. On pense à Tadoussac qui est représenté, ce qui est pas commun. On a des gens de Fermont, comme vous avez mentionné. On avait aussi un jeune qui était qualifié, qui malheureusement n'a pas pu se présenter ici, là, qui était qualifié quand même de la Basse-Côte-Nord. On a des gens des communautés autochtones, on a des gens des municipalités, on a des gens des villages. C'est vraiment le fun de voir que tout le monde de la Côte-Nord est représenté ici. On a des forces dans la région, hein, je pense au badminton, au judo. Ça va se passer dans le 2e bloc. Là, dans le premier bloc, entre autres, les 2 équipes de curling, on a bien fait. Ils ont été encouragés par l'ensemble de la délégation Côte-Nord. Il y a les filles qui continuent encore, là. Oui, effectivement, là, les filles qui ils vont tomber en action, si je me souviens bien, vers 10h30. Ça va être un autre bon match. Ils ont passé là, au tour suivant, encore de finale. Malheureusement, les garçons qui étaient tout près de passer d'une qualification aussi, mais malheureusement, un match hier matin qui nous a coûté cher un petit peu. Mais c'est vraiment, là, ils ont très bien performé. Puis c'est de bon augure pour les prochaines finales. En fait, étant donné que cette équipe masculine peut entièrement revenir, là, étant donné leur jeune âge. Fait que ça a été vraiment, c'est le fun de les voir aller, là. C'est vraiment une belle petite équipe. Ah oui, nos gars sont jeunes, là, pour ce qui est des divisions des Jeux du Québec. Ça fait qu'ils pourraient être de retour, lors de la prochaine édition. C'est une belle expérience pour eux autres, ça veut dire. Oui, effectivement, là, c'est de l'expérience qu'ils prennent, peu importe les résultats qu'ils vont accumuler, là, ils ont absolument rien à se reprocher, puis ils vont être seulement gagnants à la fin de cette finale-là. Puis comme je mentionne, là, la finale de 2019, c'est une équipe qui peut revenir entière, c'est quand même assez rare. Surtout une équipe là, qui fait bon augure, là, même déjà là, avec des âges en dessous de la limite permise. Là. On sait que c'est jamais facile là, pour une délégation de la Côte-Nord. On a une très vaste région. C'est pas la plus populeuse au Québec. Est-ce qu'on avait des objectifs en termes de médailles là, pour ces Jeux 2017? Non, malheureusement, on n'avait pas. On fixe jamais d'objectifs en termes numériques, là, comme j'ai mentionné à quelques personnes récemment. C'est une mission que je me suis donnée en fait comme chef de mission lorsque je suis rentré en fonction. Je pense que c'est pas nécessairement mettre de la pression supplémentaire sur les jeunes, mais on aime ça juste qu'ils performent du mieux qu'ils peuvent. On veut aller chercher toujours le maximum, puis peu importe le résultat, on veut pas sortir soit bredouille ou bien soit ultra content en fonction de ce nombre-là, parce que c'est pas nécessairement ça qui est représentatif des Jeux du Québec. Je pense que si les jeunes, se surpassent eux-mêmes, moi j'aimerais mieux savoir qu'on a 28 athlètes qui ont dépassé leur record personnel que de savoir que finalement la délégation a gagné une médaille de plus que la finale d'avant. Nous, on vise vraiment là, à ce que les jeunes performent au meilleur de leur capacité, puis à ce moment-là, là, on fixe pas d'objectif numérique par rapport au nombre de médailles. Là. Et c'est toujours une belle expérience pour ces jeunes-là. Là. L'ambiance est toujours assez exceptionnelle. Là. Je sais pas comment ça se passe présentement, mais j'en ai vu des éditions précédentes là, où les jeunes sont vraiment unis. Là. La Côte-Nord, elle se démarque toujours un peu dans ce domaine-là. Là. C'est une région qui s'encourage beaucoup, finalement. Oui, effectivement, puis on a beaucoup de plaisir présentement. Effectivement, on a fait, si on peut en parler, là, c'est nos fameuses tuques oranges qui sortent du lot. En fait, on dirait des dossards ou des cônes, peu importe, là, mais
se trouver en groupe dans les estrades, c'est assez facile pour tout le monde. Puis les jeunes ont le réflexe d'aller voir justement leurs collègues de d'autres disciplines, aller les encourager. Je pense entre autres hier au patin de vitesse, là, alors que j'étais présent moi aussi. J'ai pu voir mon équipe de hockey féminin qui était toute dans les estrades, qui avait beaucoup de plaisir à voir leurs collègues patiner, même s'ils connaissaient pas nécessairement la discipline. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort dans notre région. Je pense qu'ils se démarquent beaucoup, là, puis c'est vraiment le fun de voir là, justement que nos jeunes encouragent toutes les disciplines, même si c'est pas nécessairement un sport qu'ils connaissent bien ou qui ont une connaissance par rapport à ça. Mais c'est vraiment le fun de voir notre groupe, là, la chimie qui s'est créée depuis le début, même si ça fait 2-3 jours seulement qu'ils se connaissent. Là. Oui, une des bonnes façons de vous suivre, c'est sur le site Facebook de la délégation Côte-Nord. On met régulièrement les informations sur les compétitions, les résultats de nos athlètes, également beaucoup de photos. Hein? J'en voyais une, entre autres, avec le premier ministre Philippe Couillard. Est-ce que c'est grâce au Tuc Orange qui est allé vous voir, quoi? Ben, on ne sait pas si c'est grâce à ça, mais il a fait une belle tournée là, en fait, là, lors de la cérémonie d'ouverture. Il est venu rencontrer pratiquement chacune des délégations il y a plus de temps. Puis effectivement, on a eu le réflexe de lui remettre une de nos tucs orange justement pour qu'il soit associé un peu à notre délégation. Un moment qui était quand même assez drôle là, sur le moment. Puis on a profité pour prendre une photo avec lui. Là. Et quand je disais que c'est pas facile là, de monter une équipe Côte-Nord à cause des grandes distances entre les villes, pratiquer ensemble en saison scolaire en plus, là, je pense à l'équipe de hockey féminine là, qui est actuellement en compétition. On a perdu les 2 premiers matchs. Il y a des jeunes de Sept-Îles, de Forestville, de Fermont, de Bécomo. C'est pas facile de regrouper une équipe avec des distances importantes entre nos villes, là. Oui, effectivement, là, puis vous parlez de notre équipe de hockey féminin, puis c'est bien de le faire, en fait. Comme vous avez mentionné, des jeunes de Forestville à Havre-Saint-Pierre, comme vous savez, ils peuvent pas pratiquer nécessairement chaque soir, hein. Ils ont eu un bel encadrement. En fait, là, je vais le mentionner, puis je vais le souligner, le monsieur François Tremblay de Sept-Îles qui a fait un travail assez incroyable de former une équipe par rapport à ça. De les encadrer, de créer un sentiment d'appartenance, même si des jeunes qui se connaissent pas nécessairement à la base, leur faire des nouveaux uniformes, qui les a fait pratiquer ensemble, qui les a fait jouer ensemble, même au tournoi Ferro récemment, là, les avoir inscrits dans une catégorie masculine, mais de les faire jouer ensemble, de leur donner un petit tournoi préparatoire. Je pense que ça a paru, c'est bien. Ils ont les petites filles, justement, ils ont du plaisir ici, puis ils travaillent fort. C'est sûr que oui, comme vous avez mentionné, ils ont 2 défaites, mais je pense qu'ils vont sortir grandir de cette expérience-là, puis ils vont en profiter des jeux là, à pleine tout le long de la compétition. Là. Mm-hmm. Philippe, ça fait quand même quelques éditions là, que tu es chef de délégation. T'as peut-être pas autant d'expérience que ton prédécesseur, Rodrigue Simard, qu'on appelait le père Abraham, qui a fait ça pendant quoi? C'est quasiment 100 ans finalement comme chef de délégation de la Côte-Nord. Mais Escalma, c'est une belle ville, il y a une bonne ambiance, il y a des bénévoles en masse, on a du fun? Oui, effectivement, là, vous parlez de M. Simard à 35 finales, là, je suis encore loin de son nombre, là, mais effectivement, c'est Alma, on a des missionnaires qui les ont vécus en 99, puis des missionnaires qui ont beaucoup d'expérience, puis qui tenaient absolument à revenir encore cette année, étant donné qu'ils avaient vécu tellement de belle expérience justement en 99. Je pense que cette année, ils vont vouloir revenir aussitôt qu'il va y avoir une finale ici, parce que c'est encore très bien parti. Les jeunes ont beaucoup de plaisir, les accompagnateurs sont super bien encadrés, super bien soutenus par le comité organisateur qui fait un travail exceptionnel ici. Des sites de compétition, là, la proximité des sites de compétition qui permet justement à ce que tous les athlètes puissent voir d'autres disciplines. Là, c'est vraiment une belle finale jusqu'à présent. Je vous dirais là que c'est dur de faire des reproches à ce comité organisateur-là présentement. Mm-hmm. Et puis, même si c'est, comme tu nous l'as dit, c'est pas le but ultime de cumuler le plus, de ramasser beaucoup de médailles là, pour une délégation comme la Côte-Nord. On a encore des espoirs avant la fin du premier bloc là, de ramasser quelques médailles? Quelques, je dirais pas ça comme ça, mais au moins une, je dirais, comme je disais, notre finale de patinage de vitesse cet après-midi, qui est une très belle espoir de médaille, c'est sa distance de prédilection, en fait, est en finale comme on s'attendait. Déjà qu'en plus, lors de la finale, de la compétition de 1500 mètres hier, a réussi quand même une 8e position, une finale B, qui est quand même très bon aussi, là, on se le cachera pas. Une finale A cet après-midi, là, puis comme on a pu le voir hier, là, c'est une finale de patinage de vitesse. Ça peut virer d'un côté comme de l'autre, comme on peut dire. Ça brasse entre guillemets dans les coins de bande, puis ça va être de voir ça, là, ça va être assez exceptionnel, puis il va y avoir beaucoup d'ambiance tantôt. Mmh. Et là, ce qui s'en vient, c'est le changement de garde, si on veut. Là, aujourd'hui, c'est la 3e journée de compétition. Il y en a une dernière dans le premier bloc. Après ça, on change de gang là pour recevoir les gens des autres disciplines qui sont dans le 2e bloc.
Oui, exact. Justement, avant-dernière journée de compétition, la 4e journée de compétition qui est toujours un petit peu plus légère en termes de participation de nos athlètes. Souvent, c'est les dernières finales, entre autres, du hockey féminin qui vont avoir lieu, de curling qui vont avoir lieu. C'est des dernières finales, mais vraiment peu d'athlètes en compétition. Et après ça, effectivement, là, les athlètes du deuxième bloc qui vont prendre la place. Puis en fin de journée, demain après-midi, ben là, c'est vraiment les athlètes du deuxième bloc qui vont prendre la relève. Ça veut dire que les athlètes du deuxième bloc, quoi, ils prennent l'autobus à Sept-Îles dès aujourd'hui pour aller vous rejoindre, puis l'autobus ramène la gang qui est là-bas? Non, en fait, l'autobus va partir quand même demain matin de Sept-Îles. C'est un départ assez tôt, mais aussitôt que, en fait, c'est aux alentours de 6h30, si je me souviens bien. À 6h30, les athlètes vont partir de Sept-Îles. Ils vont faire, en guillemets, la ronde de lait. Ils vont arrêter tout le long de la 138, ramasser des gens un peu partout de tous nos athlètes de plein de municipalités. Puis venir rejoindre notre délégation à Alma. Puis à ce moment-là, ben lorsqu'ils vont arriver, ben il va y avoir de la place dans les autobus pour les jeunes du bloc 1 qui vont retourner vont rencontrer leurs parents. Et c'est bien fait. Ceux du premier bloc ont eu le droit à toute la cérémonie d'ouverture. C'est toujours grandiose. Ceux du deuxième bloc, à la fin de leur compétition, vont avoir droit aux événements autour de la fermeture. Oui, exactement. Puis on s'attend à un spectacle aussi impressionnant. En fait, le stage est déjà préparé. C'est le même que la cérémonie d'ouverture. C'est le nouveau complexe sportif qui a été construit ici, pratiquement en prévision des Jeux du Québec. En fait, c'est impressionnant de voir la place qu'il y a là-dedans, puis le setup qui est possible de monter là-dedans. Je pense que les jeunes du deuxième bloc vont avoir droit aussi à un spectacle assez extraordinaire. Eh bien, Philippe Lebreu, je rappelle que tu es chef de la mission, la délégation Côte-Nord aux Jeux du Québec. On vous souhaite une bonne 52e finale là, qui se poursuit jusqu'à samedi prochain, finalement. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup. Puis, comme vous savez, là, vous pouvez suivre nos athlètes là, via, entre autres, la page Facebook et via la web diffusion là, sur RDS. C'est le fun de voir nos jeunes là, se performer là, sur la scène provinciale. Un gros merci. Ben, merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Veux-tu bien me dire pourquoi tu te mets de la crème solaire? Ben, on s'en va chez notre concessionnaire Chrysler. Il fait déjà noir puis il fait moins 20 dehors. Aurais-tu oublié que c'est l'événement Temps froid offre brûlante? Hey, t'as bien raison. J'en avais toussé un peu, là. C'est l'événement Temps froid offre brûlante chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Profitez dès maintenant d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur les Jeep Cherokee 2017 ou des rabais allant jusqu'à 10 000 $ sur les modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés. Plus aucun paiement au financement pour 90 jours. Sur approbation du crédit, détail chez vos concessionnaires. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, on a avec nous le directeur de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau, avec qui on va parler de la 9e édition de Bateau Dragon Sept-Îles qui s'en vient, du déjeuner du printemps de Transit Sept-Îles qui s'en vient, mais aussi de la mission, puis de comment ça va finalement. Bonjour Doris. Ben bonjour. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Comment ça va justement au Transit? Là, on sait que, bon, vous hébergez des gens. Votre mission, c'est dans le domaine de l'itinérance. Est-ce qu'on a beaucoup de clientèle, quoi, un taux d'occupation élevé? Ben, j'aimerais ça que tu me dises qu'il n'y a plus personne au transit. Ça veut dire que la communauté va bien? J'aimerais ça te dire ça, mais malheureusement, non. On ne dit pas que ça va pas bien. C'est que ceux qu'on a, malheureusement, pour eux, ça va pas bien. Mais on est là pour leur aider, donner des recettes gagnantes pour qu'ils s'en sortent. Mais on a un taux d'occupation qui est raisonnable. Dans le contexte actuel, on trouve ça bien correct. Naturellement, vous me connaissez, j'aimerais mieux avoir la maison vide que pleine. Oui. Présentement, on vit des situations que parfois c'est plein, parfois il y a quelques places, mais on prend bien soin de notre communauté qui, on dirait itinérante, sans abri à cette île, qui a des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'itinérance cachée à cette île. C'est là qu'elle sort dans le problème, dans un contexte économique qui est difficile présentement, là. C'est quoi que t'appelles l'itinérance cachée? C'est des gens qui sont pas nécessairement au transit, qui vivent dans le bois, dans des campements, ou qui se barouettent d'une famille à l'autre, finalement, là. Ça, on voit ça l'été, mais présentement, c'est des gens, même des couples et des familles qui ont des problèmes financiers causés par un manque d'emploi ou un emploi qui ont baissé les heures, des choses comme ça, qui arrivent difficilement à payer leur logement. Quand ça fait plusieurs mois, ben il y a beaucoup d'intolérance de la part des propriétaires ou de fournisseurs qui se placent. Ces gens-là, bon, ils vont aller vivre chez des amis. Ils déménagent d'un à l'autre.
En anglais, on dit du couchsurfing, là, mais j'ai pas de mot français pour ça. Mais ces gens-là, c'est une forme d'itinérance qui est cachée, ça. Si on fait un inventaire à cette île de l'itinérance, fort à parier qu'on ne pourra pas les compter, mais souvent, trop souvent, ces gens-là viennent cogner à transit de cette île parce que tout a été essayé, d'après eux, mais on leur donne des recettes. Moi, t'as-tu essayé ça? Fait que, quand on est loin, nous autres, de ce problème-là, de leur problème à eux autres, on trouve des solutions. Oui. Puis, c'est vrai qu'on trouve des solutions. Souvent, quand on pense itinérance, on peut se dire, il y en a pas chez nous, il y en a pas d'itinérance parce que on pense à Québec, on pense à Montréal avec les gens qui vivent dans la rue, mais c'est pas parce que on voit pas des gens dans la rue ici que ça n'existe pas. Là. Non, elle est différente parce que l'itinérance chronique, comme on voit beaucoup à Montréal, Toronto, qu'on voit à Québec un peu, il n'y en a pas beaucoup à cette île. On peut peut-être même les compter, je les connais, je sais où ils sont, mais c'est parce qu'ils ont décidé de demeurer comme ça, ou bien que la vie a fait qu'ils sont vraiment décrochés. Nous, c'est des itinérances qu'ils appellent épisodiques. C'est des épisodes de leur vie qui fait que si on leur vient en aide là, tout de suite, il y a fort à parier qu'ils vont s'en sortir. Et puis, c'est ce qui arrive. C'est l'ouvrage qu'on fait jour en jour. Et puis, c'est l'itinérance dans une communauté comme cette île, ça va beaucoup aussi avec la situation économique. Hein? Là, on a vécu des années difficiles. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi puis qui se retrouvent dans une situation difficile. Puis quand il y a un boom, ben là, ça attire du monde de l'extérieur qui dit « Hey, c'est le Klondike à cette île, on déménage là. » Ben, le visage de l'itinérance ou de sans-abri à cette île a changé depuis 2013-14, a changé dans le sens que je viens de vous expliquer. Mais j'ai vraiment une peur. Oui, j'aimerais qu'il y aurait des belles annonces pour cette île et la région, mais j'ai peur que quand on va annoncer ça, l'itinérance, les gens qui ont des problèmes chroniques, eux autres vont être, encore une fois, excusez le mot, garrochés dehors de leur logement, faire la place à des travailleurs qui arrivent pour la construction. On n'a pas encore réussi à cette île à trouver une solution à ça. J'aimerais bien qu'on trouve une solution à ça. Mais on y travaille. Ça veut pas dire qu'on baisse pas les bras. Mais pour ça, cette itinérance-là, il faut se préparer. Parce que moi, j'envisage que peut-être qu'il y aurait des bonnes nouvelles prochainement. Tu sais, le printemps, c'est bien beau, là, mais il arrive des nouvelles avec le printemps aussi. On va peut-être avoir des nouvelles de ces jours-ci, là. Le ministre est dans la région, on sait pas. Il y a des projets qui s'annoncent bien. Champion, peut-être même Minarno qui pourrait être annoncé en 2017. Ça va attirer des gens dans notre région de toutes sortes, finalement. Mais moi, je suis inquiet, honnêtement, pour les gens qui ont des problèmes chroniques, puis des gens qui vont vivre de l'exclusion sociale une autre fois. Maintenant, vous avez quand même amélioré, là, il y a un projet pilote qui se réalise au transit pour donner un peu un suivi, hein, pour que quand les gens quittent le transit, il y ait de l'aide pour bien s'organiser, bien se structurer, puis pas y revenir. Ça marche bien, ce projet-là? Hey, Jean, ça, là, depuis 10 ans, forcément, 10-11 ans, que je travaille fort avec le gouvernement pour trouver une solution à ça. Et puis, naturellement, il n'y a pas d'argent, il n'y a jamais d'argent. Puis d'un coup, dans le fameux plan d'action intergouvernemental, interministériel, il a sorti des sous, j'ai dit, enfin, il y a eu le temps. Il y a 3 ans passés, on a eu des sous. Au lieu de les mettre à l'intervention à l'intérieur de la boîte, du 409 Rigamage de Transit cette île, on a décidé de faire un peu plus, faire différent. C'est d'accompagner ces gens-là qui ont des problèmes, puis pour que quand ils s'en vont dans leur milieu de vie naturel, pour essayer de briser leur solitude. Dans le fond, de trouver d'autres passions que simplement leur travail ou simplement leur quotidien. C'est ce qui fait que la plupart du temps, ces gens-là retournent dans leur vieille pantoufle, c'est qu'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire. Fait que, du moment qu'il y a un ennui, un pépin, on tourne dans les vieilles pantoufles, puis on tourne dans les problèmes, puis on tourne en transit cette île. Puis je veux pas que ces gens-là reviennent. Pas parce qu'on les aime pas, mais on veut qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Puis laisser de la place à d'autres qui ont d'autres problèmes, puis la roue tourne, hein. Puis on aimerait bien, nous autres, d'avoir beaucoup moins. Puis comme je dis souvent, la blague, puis c'est un peu sérieux. J'aimerais bien fermer Transit cette île. Ça voudrait dire que communautairement, on a réussi à bien prendre soin de nos gens. En même temps, le plan dont tu fais référence, là, c'est le plan d'action interministériel en itinérance du gouvernement du Québec. Il est en force jusqu'en 2020. La ministre qui en est responsable, Lucie Charbonneau, ce matin, elle procédait au lancement de l'édition 2017 de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'itinérance. On pourra lui rappeler que en région aussi, on a besoin de fonds pour travailler ce dossier-là. D'ailleurs, il y a plein d'activités, 2 activités majeures pour Transit cette île qui s'en viennent.
là. On peut le dire, la 9e édition Bateau Dragon Sept-Îles, c'est le temps de former les équipes, hein? Ben justement, cette semaine, on marque le lancement de la campagne d'inscription pour les équipes pour le 22 juillet prochain au Lac des Rapides. C'est notre 9e édition. Et puis, c'est le temps de s'intéresser et d'inscrire des équipes. Alors, je vous invite à consulter ou à appeler Sylvie au 418-965-4290 pour pouvoir vous informer comment on forme une équipe. Je peux vous le dire tout de suite, là. Vous ramassez 21 personnes. Dont 8 femmes. Dont 8 femmes pagayeuses. Pagayeuses. Et puis, là-dessus, ben, naturellement, il y a 20 personnes qui pagayent, une personne qui fait le tambourineur ou tambourineuse. Et puis, nous, l'organisation, on fournit le barreur. C'est la personne qui dirige le bateau. Que ça prend vraiment une qualification pour ça. Puis l'organisation de qui on achète les services, qui viennent de Dragon, fournissent le barreur et qui se trouve aussi l'instructeur en même temps toute la semaine précédente de l'événement. C'est une activité le fun, là. Ceux qui ont participé par le passé, c'est une belle compétition sportive, très amicale, entourée de toutes sortes de choses là lors de l'événement. Le public est au rendez-vous, surtout depuis qu'on est au Lac des Rapides là, et quand il fait beau surtout. Mais ça fait une grosse différence parce que les premières années, si vous vous rappelez, on a fait ça dans la baie de Sept-Îles, on a transféré vers le quai des pêcheurs, puis il faisait froid, là. Tu sais, là, l'eau de la baie est pas tout le temps chaude, hein. Puis c'était au mois de septembre. Au mois de septembre, les gens, à faire du travail, les gens sortent. Et on avait moins de monde, moins d'intéressés. Du moment qu'on a changé au Lac des Rapides, lorsque le Club Lyon a laissé le camp du Lac des Rapides, on a vu une opportunité là, puis une occasion. Fait que là, ben, pourquoi pas? Puis ça a fait vraiment une grosse différence. Depuis ce temps-là, les gens sont au rendez-vous. La seule chose qui est pas au rendez-vous, c'est les sous. Parce que on avait un partenaire majeur qui était Cliff. On sait qu'est-ce qui est arrivé, oui. Ça a fermé. Nous, en partant, ça fait défaut de 25 000 $. C'est la portion que eux autres payaient les frais fixes de cet événement-là. On y arrive quand même, on y arrive très bien, et puis c'est pour cette raison-là qu'on s'en va vers la 9e édition, puis on a amélioré les choses, puis les gens qui sont venus faire l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois, donc ça va faire la 9e année cette année. L'inscription, là, est déjà partie, là, puis même avant qu'on parle d'inscription, on avait 3 équipes d'inscrites déjà. Ah ben. Fait que c'est des gens que il faut absolument. Il y a des fidèles qui reviennent à chaque année aussi là-dedans. Ben ils ont du plaisir, puis tant qu'à payer, ça revient à 110$ par personne. Quand tu payes toi-même, si c'est pas une compagnie qui paye pour toi, ben 110$ par personne. T'as 2 soirs de pratique, t'as une grande journée d'activité. Cherche à cette île une activité que tu vas payer ce prix-là, puis tu vas avoir autant de plaisir, parce que je vous garantis que sur le bord de la plage, quand la journée est finie, les gens sont brûlés, mais brûlés d'avoir eu du plaisir. Et puis, en terminant, on peut parler du déjeuner du transit. Doris, ça s'en vient, hein? Ce qu'on appelait dans le temps le déjeuner du maire. Et ça fait longtemps qu'on organise ça du côté de Transit Sept-Îles. C'est toujours au printemps, hein? Au premier jour du printemps, premier dimanche du printemps. Je partais pour toi, moi, pour toi, on n'est pas jeune. Faut quand même qu'on s'appelle du déjeuner du maire. Mais oui, c'est devenu le déjeuner du printemps, puis je suis juste comme une marmotte, tu vois, là. Mais moi, je sors, là. As-tu vu ton nombre? Puis je reste sorti. Je reste sorti parce que, comme j'ai dit à vos copains à la radio, j'ai dit, le printemps est arrivé, là. Le printemps va être là officiellement le 21 mars. Puis nous, le 26 mars, c'est le déjeuner du printemps. Et puis, c'est toujours une fête communautaire. C'est plutôt un déjeuner populaire qu'ils appellent. Parce qu'il y a tout le temps, 10 $, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps du déjeuner du maire, déjeuner de ci, de ça. T'es resté au même prix? Tout le temps de même. Mais c'est pas dispendieux, là, 10 $ pour aller déjeuner. Là. Moi, je trouve tellement que c'est une belle activité. Puis, si tu as fait une sortie familiale, vous savez, hein, je suis pour l'inclusion sociale. Dans l'inclusion, je veux inclure tout le monde. Pourquoi exclure des gens parce que tu charges plus cher? Le stock, de toute façon, nous est donné. Ben, c'est ça. Il y a des bons commanditaires derrière qui fait que le 10$, c'est du 100% pour vous autres. Ben, il reste 10$ et plus, parce qu'il y a des gens qui, en plus, pour boire et compagnie, au vestiaire, on a des dons pour de ça. On vient d'avoir un don de 500$, justement, vendredi passé. Fait que tout ça, on rajoute ça, puis on fait, bon an, mal an, une quinzaine de mille par année. Fait que pour ça, pour nous autres, c'est archi important, ces sous-là. C'est ça qui va faire la différence pour nourrir les gens, héberger les gens, puis
payer nos employés, qui aiguillent les gens qui sont à Transit Sept-Îles ou qui vont cogner à la porte de Transit Il y a Sept-Îles. bien des gens qui sont déjà convaincus. On les prend où, les billets, là? On appelle au Transit, à Transit Sept-Îles? Vous pouvez venir à Transit Sept-Îles, 439 Uliamache, appelez à Transit Sept-Îles 968-9190. On va se faire plaisir d'aller vous porter ça à coups de dizaines. Et puis, il y en a en vente auprès de tous les gens du conseil d'administration et au comptoir de courtoisie de chez IGA. Eh bien, Doris Nadeau, directeur de Transit Sept-Îles, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Moi, je vous promets que je vais venir vous achaler encore avec ces deux événements-là. Mais principalement, prochainement, c'est celle-là du déjeuner du printemps qu'on va marteler dessus. Puis oubliez pas, hein, je suis comme la marmotte, je viens de ressortir, alors je vais venir souvent vous... Ben, en tout cas, je pense que je vais prendre la carte, là... La carte chouchou! Venez de temps en temps faire un drop-in. Ben, je pense qu'il a vu son ombre. Il annonce le printemps pour le 26 mars, lui. Un gros merci. Bien, bienvenue. Ben Valérie, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce lundi 27 février. Demain, Tommy Auger sera avec moi à la co-animation de cette émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir tout le monde, à demain.